Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice. Hier, Édouard Philippe a annoncé un certain nombre de réponses, de mesures face au nombre de féminicides. Vous aviez, avant cela, été assez lucide. Vous aviez dit, je vous cite, très clairement, ça ne va pas. La chaîne pénale n'est pas satisfaisante. Au moins, c'était franc. Vous aviez promis un protocole de réponse qui ne laisse place à aucune faille. Concrètement, ça va passer par quels moyens? Alors, à la fois des mesures de nature législative ou réglementaire, c'est ce qui a été annoncé hier par le Premier ministre, mais également un travail au sein des juridictions pour en quelque sorte établir une procédure, un protocole qui montre que entre la police et la justice, au sein de la justice entre les différents juges, qu'il s'agisse du juge aux affaires familiales, du juge des enfants, des procureurs, puis entre police, justice et association, il n'y ait donc aucun interstice pour qu'ils se parlent. Pour qu'ils se parlent, bien sûr, et également, je le redis, pour que les femmes qui viennent nous voir, qui ont subi des violences conjugales, parce que c'est pas que féminicide, c'est violences conjugales dans l'ensemble, pour que ces femmes-là trouvent des réponses et soient accompagnée en permanence. Et je dois dire d'ailleurs que dans beaucoup de juridictions, il y a déjà un travail extrêmement important qui a été fait. Hier, vous l'avez vu, nous étions avec le président de la République et ma collègue Marlène Schiappa au tribunal de Créteil, qui a instauré en quelque sorte ces procédures d'urgence de traitement des violences conjugales. Et c'est cela que nous voulons en quelque sorte modéliser, généraliser. Mais je le redis ici, beaucoup de procureurs, beaucoup de magistrats font déjà des choses extrêmement importantes. Et on sait aussi pourquoi vous insistez. Vous insistez là-dessus parce que précisément après votre mea culpa, après avoir dit qu'il y avait un certain nombre de failles, les magistrats se sont sentis quand même globalement plutôt visés. Non, mais il ne s'agit pas de viser qui que ce soit. Ils ont été blessés. Non. Enfin, non. Chacun ressent les choses comme il... voilà, avec ses propres armes. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le système... De manière systémique, nous avons des failles dans notre système. Et je crois que dire cela, ce n'est pas viser tel ou tel. C'est dire que nous devons vraiment verrouiller nos procédures pour faire en sorte que les femmes aient toujours des réponses et soient accompagnées. Ce qui est assez étonnant quand on regarde effectivement les cas, c'est qu'on se rend compte que les outils, ils existaient. Alors certes, vous allez leur donner un peu plus de moyens, oui. Mais enfin, les outils qui existaient, les plaintes, les téléphones première nécessité, première urgence, les bracelets, tout cela. Les bracelets n'existaient pas. Ça a été quand même expérimenté un certain nombre de points, et même les plaintes, quand on voit que ça existait et que pour autant, dans un certain nombre de cas, et dans la majorité des cas, ça n'était pas suivi de fait, on se demande si le problème, c'est pas tant les mesures que les compétences humaines, les décisions humaines. Vous dites les choses justement, c'est-à-dire que à la fois, il y a des outils qui n'existaient pas. Par exemple, le bracelet anti-rapprochement qui permettra... Qui va biper, qui va alerter la police en cas de rapprochement. Exactement. D'abord, oui, la femme, puis la police. Bref, c'est un système qui est très efficace puisque cela a été déployé en Espagne et ça a été un des instruments de lutte importants. De la même manière, peut-être avez-vous entendu parler des ordonnances de protection que les juges peuvent délivrer aux femmes qui sont victimes de violences. Mais ils le pouvaient déjà. Oui, absolument. Ça, précisément, oui, ils mais le nous pouvaient avons déjà. densifié le contenu de ces mesures, notamment avec... l'interdiction de domicile, etc. Donc on a densifié ces mesures-là. Donc si vous voulez, il y a des mesures législatives supplémentaires sur l'autorité parentale également. Il y a des mesures législatives supplémentaires. Mais c'est également ce que je vous disais précédemment, il faut vraiment que les policiers, les gendarmes, les magistrats, les associations travaillent mieux ensemble et s'emparent de la totalité de ces mesures. C'est ce que j'ai indiqué dès le 9 mai dernier à l'ensemble des procureurs généraux et c'est ce qui a été signifié avec force par le Premier ministre hier. Est-ce que ça veut dire concrètement que quand il y aura dépôt de plainte désormais, il y aura une mobilisation automatique? Absolument. D'une part, le ministre de l'Intérieur a mis en place une grille de lecture des différents événements que relateront ces personnes, ces femmes victimes de violences. C'est essentiellement des femmes, évidemment. D'autre part, il y aura des transmissions absolument automatiques et un traitement par la juridiction judiciaire. Ce week-end, on l'a vu, il y a eu encore un témoignage d'une actrice, Lucie Lucas, qui joue dans la série Clem. Elle témoigne d'un certain nombre d'agressions, voire même de viols dont elle a été victime depuis son enfance. Il y a eu Adèle Haenel, bien sûr, Valentine Monnier qui a dénoncé le viol de Roman Polanski en 1975. Soit
elle décide de ne pas porter plainte, soit de toute façon c'est prescrit. Est-ce que c'est pas un échec pour les femmes qui préfèrent finalement aller parler dans les médias plutôt que de venir devant la justice? J'ai eu l'occasion de le dire, notamment pour Adèle Haenel, il n'est pas, de mon point de vue, salutaire de penser que l'expression dans les médias pourrait l'emporter sur l'expression devant la justice. Mais si elles le font, c'est peut-être qu'elles ont le sentiment que ce n'est pas efficace. Je trouve que c'est un sentiment qui est, je dirais, mal perçu, parce que la justice est efficace lorsque vous regardez, peut être efficace, et le sera davantage encore, lorsque vous regardez les sanctions qui sont prononcées à l'encontre des auteurs de ces violences, elles sont vraiment fortes. Lorsque vous regardez le suivi qui est fait, tout cela fonctionne. Il ne faut pas dire que la justice ne fonctionne pas. Elle peut fonctionner mieux, mais il ne faut pas penser qu'elle ne fonctionne pas. En revanche, quelque chose qui est prescrit, et vous savez d'ailleurs que nous avons allongé le délai de prescription assez récemment en le portant à 30 ans pour les viols commis sur mineurs. 30 ans, c'est important parce qu'après, il faut tout de même apporter un certain nombre d'éléments de preuve. Ces éléments peuvent disparaître. Nous avons jugé que 30 ans était une date tout à fait adaptée. Un personnage que tous les Français connaissent, François Molins, qui a été longtemps la voix de la justice face aux attentats. Il est aujourd'hui procureur général auprès de la Cour de cassation. Et avec d'autres, il signe une tribune dans Le Monde d'aujourd'hui pour dire précisément que c'est dans le cadre de la justice que ces plaintes doivent être entendues. Oui. Ça veut dire que même lui, il estime qu'il faut le redire et que ça n'est toujours pas une évidence. Mais il a raison. Enfin, je ne peux que partager ce qu'il dit. La justice est présente. Elle est là pour aider les personnes qui ont été victimes. Elle est là pour juger, bien sûr, mais elle est là pour appuyer les personnes qui sont victimes. Victimes de terrorisme, victimes de violences en général, victimes de violences conjugales en particulier, pour ce dont nous parlons aujourd'hui. Vraiment, je crois qu'il faut que nos concitoyens aient confiance dans la justice. Nous mettons en place toute une série de mesures pour que la réponse soit plus efficace et plus rapide. Il faut que nos concitoyens aient vraiment confiance dans la justice. On vous sent presque agacé du fait que ces femmes ne viennent pas vers la justice. Non, pas agacé. Je dis vraiment, ayez confiance. C'est tout. Je ne suis pas agacée. Moi, je respecte toutes les attitudes. Mais je trouve qu'on ne peut pas exclure la justice, qui est la seule, dans un état de droit, à apporter une réponse adaptée. Parlons de la réinsertion après la prison. Vous serez cet après-midi face au CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Vous leur aviez commandé un rapport sur la question de la réinsertion après la prison. Et puis, en fait, ce rapport, il vous revient en boomerang. On a pu accéder aux conclusions du rapport qui dit qu'une réinsertion réussie, c'est une promesse de diminution de la récidive. Et pourtant, le CESE dénonce le peu de moyens que vous y consacrez. Les résultats sont sans appel. 61% des personnes condamnées à de la prison ferme récidivent en France et sont à nouveau incarcérées dans les 5 ans. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors d'abord, ça ne me revient pas en boomerang parce que ces chiffres-là, évidemment, nous les connaissons. Et c'est bien parce que nous les connaissons que la loi du 23 mars 2019, la loi de réforme de la justice, a profondément fait évoluer d'une part la politique des peines et d'autre part le traitement des personnes détenues en détention. Et donc j'ai lu en avant-première en quelque sorte comme nous, les conclusions de ce rapport qui va m'être remis cet après-midi. Je partage énormément d'observations et de propositions qui sont faites. Observations, oui, mais propositions, ils demandent plus de moyens. Ils disent que ça n'est pas aujourd'hui votre priorité, non, pas suffisamment. Ça n'est pas vrai. C'est ma priorité, la réinsertion. Et la preuve en est, je vous donne simplement deux exemples. D'une part, nous avons créé une agence du travail d'intérêt général et du travail en détention. Donc, parce qu'aujourd'hui, seuls 28% des détenus travaillent. Ça n'est pas possible. Ce chiffre a diminué. On était à 40% il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est 28%. Mais il se passe que, vous savez, c'est très compliqué d'organiser le travail en prison. Quand vous avez trop de monde dans une prison, eh bien, les ateliers ne peuvent plus fonctionner. Il faut également trouver des entreprises qui acceptent de nous donner du travail en détention et qui acceptent de s'engager en ce sens-là. Comment allez-vous les convaincre? C'est la raison pour laquelle on a créé une agence avec des gens qui sont spécialement dédiés, qui iront chercher des entreprises partenaires, aussi bien pour nous proposer des postes de travail d'intérêt général, qui sont des alternatives à la détention, que pour nous proposer des offres de travail, de concession en quelque sorte, en prison. Nous allons vraiment mettre l'accent là-dessus. Premier exemple, donc la création de cette agence spécialement dédiée au travail en prison. Plus de travail, c'est capital. Les personnes emprisonnées. Si vous voulez, pour moi, il y a 3 conditions pour la réinsertion: le travail, le logement, la santé.
Santé au sens... Travail, on vient d'en parler, logement et santé. Logement, j'ai rencontré hier mon collègue de Normandie. C'est pas ça qui crée le logement, mais en tout cas, ça montre que nous avons une volonté commune d'y arriver. Et donc, nous avons envisagé plusieurs pistes pour pouvoir accroître le nombre de logements qui sont offerts aux personnes qui sortent de détention. Accroître d'ailleurs aussi le nombre de logements. Pour une transition avec la vie réelle. Pour une transition avec la vie réelle, bien sûr. Et la santé, eh bien, nous avons, au mois de juillet dernier, pris un certain nombre de mesures avec Christelle Dubos, qui m'a accompagnée sur la question de la santé en détention. Mais là, vous me parlez uniquement de choses qui ont déjà été faites, mais alors que le CESE vous remet ce rapport cet après-midi et constate aujourd'hui qu'il y a des manques. Non, mais je vous parle de choses... Donc vous ne rajouterez rien sur la table. Permettez-moi juste de dire que les mesures dont je fais ici état datent d'il y a même pas quelques semaines. N'est-ce pas? Et d'autre part, un dernier point, si vous me le permettez, dans les choses qui concernent la sortie de la détention, nous avons décidé de créer de nouvelles places de prison, puisque vous le savez, nous avons une surpopulation carcérale, même si les mesures que nous avons prises visent à diminuer à terme cette surpopulation carcérale. Nous devons mieux accueillir les personnes détenues, c'est aussi une des conditions de la réinsertion. Et nous avons créé ce qu'on appelle des SAS, des structures d'accompagnement vers la sortie. Autrement dit, un détenu qui sera environ 1 an avant sa sortie, intégrera ces SAS et nous travaillerons avec lui sur le travail, sur l'offre de travail, l'offre de logement, la question de la santé. Donc ils seront spécialement pris en charge pour se préparer à la sortie. C'est, je crois, la preuve que nous voulons faire mieux. Et il me semble, dans ce que j'ai lu, mais je n'ai pas tout lu encore du rapport du Conseil économique, social et environnemental, il me semble que nous nous inscrivons à peu près dans les pas qui ont été proposés par le CESE. Et donc je serai attentive à ce qu'ils nous diront de plus. Parlons du 5 décembre. C'est une journée qui devient de plus en plus proche et de plus en plus précise. On le voit bien. Les Français estiment que la France est un pays en crise sociale. C'est la une du journal Libération aujourd'hui. 9 Français sur 10 qui estiment qu'il y a une crise sociale dans le pays. Le 5 décembre qui s'annonce très suivi, et y compris par des professions dont vous avez la responsabilité, la charge, qui habituellement ne sont pas dans la rue, et notamment les avocats et les notaires. Ils disent que eux, ils mettent en place cette caisse, qu'ils mettent au pot, et que soudain vous allez prendre cette caisse pour la fondre dans un régime universel. Est-ce que honnêtement vous pouvez les rassurer avant la journée du 5 décembre? Alors d'abord 2 éléments. Vous dites les Français considèrent qu'on est en crise sociale. Moi je respecte ce que les gens ressentent. Je crois effectivement qu'il y a encore des inégalités fortes dans notre pays, mais il ne faut pas nier que les mesures qui ont été prises après la crise des Gilets jaunes, d'une part, c'est-à-dire des mesures sociales qui sont extrêmement puissantes, avec l'injection de plus de 10 milliards au bénéfice des personnes les plus modestes, d'autre part, l'évolution de notre économie, qui est une évolution positive. Regardez le taux de chômage. Donc, il ne faut pas, me semble-t-il, avoir le sentiment constamment négatif que notre pays est en crise. Vous partagez ce qu'a dit Emmanuel Macron lorsqu'il était à Amiens la semaine dernière, en disant qu'on avait une vision trop négative. Moi, je trouve qu'il y a des réussites dans notre pays, des réussites qui se traduisent concrètement. Il ne faut pas les nier pour n'avoir qu'une vision négative. Et je dis cela tout en sachant qu'il y a, je vous le disais tout à l'heure, encore des inégalités dans notre pays, et que encore beaucoup d'inégalités que nous devons combattre. Et ça, c'est les choses qui fonctionnent. Pourquoi les enlever? En l'occurrence, la retraite des avocats, ils estiment que ça fonctionne. Ils se demandent pourquoi vous venez les Oui, tout à l'heure, vous parliez des notaires. Je n'ai pas cru comprendre que les notaires puissent aussi d'être dans la rue. Puissent être tout à fait dans la même situation. Ils prévoient tout de même d'être dans la rue. Que les avocats. Je reviens sur la question des avocats. Je les ai reçus à 2 reprises avec Jean-Paul Delevoye pour évoquer avec eux la question de leur régime autonome, puisqu'ils bénéficient actuellement d'un régime autonome. Le corps, qui, vous le savez, a rendu son rapport récemment, prévoit que dans quelques années, le régime des avocats ne sera plus aussi bénéficiaire qu'il l'est aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle il nous a... Alors je sais que les avocats ne sont pas d'accord avec cette approche, notamment pour des raisons démographiques, mais c'est en tout cas une autorité indépendante, le corps, le comité d'orientation des retraites, qui a dit cela. Donc moi, je crois qu'il faut regarder cette situation en face. Et puisque nous voulons créer un régime universel, il n'y a rien de plus juste qu'un régime universel. Je ne comprends pas pourquoi les avocats n'acceptent pas le principe d'entrer dans ce régime universel. Y entrer quand? Alors ça, c'est en discussion. Mais c'est peut-être ça aussi qui permettra que les choses soient plus acceptées. Ce que je vous disais, bien sûr, nous les avons reçus à 2 reprises avec Delevoye.
nous avons évoqué avec eux ce que pourrait être une période de transition. Cette période de transition n'est pas calée, c'est-à-dire que c'est en fonction des approches des uns et des autres. C'est ça qui est en cours de négociation. Nous, ce que nous disons, c'est nous voulons un régime universel. Et d'ailleurs, ils auront droit à une transition, c'est ce que vous avez dit ce matin. Ils auront droit à une transition. Et d'autre part, vous n'avez pas encore arrêté mais non, on n'a pas temps arrêté, de cette transition. Exactement. Et nous leur avons proposé un certain nombre d'évolutions possibles, de modalités. Nous ne sommes pas dans une négociation avec eux, puisqu'ils nous ont fait part de leur volonté de ne pas entrer en négociation. Mais nous avons présenté des choses, nous avons mis des choses sur la table. Nicole Belloubet, quand je vous entends, et c'est l'éternel problème depuis quelques semaines, il n'y a pas encore de précision. On a l'impression que c'est le grand flou. Alors, Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye, c'est Gilles Legendre qui le révèle ce matin, promettent de faire encore des nouvelles annonces avant la fin de l'année. C'est naturel. C'est une véritable révolution que ce régime des retraites. On ne sait toujours pas s'il y aura un âge pivot, on ne sait toujours pas si ce sera une durée de cotisation, on ne sait toujours pas s'il y aura une clause du grand-père. Ce que l'on sait, c'est d'une part que financièrement le régime sera déficitaire en 2025, entre 7 et 17 milliards. C'est le corps qui le dit. Ce que l'on sait, c'est que nous avons établi un certain nombre de principes de justice. Un système universel, donc ce qui signifie évidemment la suppression des régimes spéciaux, et un système par points et un système de répartition. Autrement dit, nous maintenons ce qui est les points fondamentaux de la retraite en France. Ce qui est ouvert à la négociation, et c'est ce pourquoi le Premier ministre souhaite actuellement les organisations syndicales qui jouent un rôle clé dans cette évolution-là, c'est comment nous allons à partir de ce que nous avons aujourd'hui, vers le système dont nous avons défini les principes. Mais on a l'impression que vous laissez pourrir la situation jusqu'au 5 décembre. On ne laisse pas du tout pourrir la situation, mais on ne peut pas nous faire le reproche à la fois de négocier et en même temps d'imposer quelque chose qui serait tombé du ciel. Donc nous sommes dans la phase de négociation. Des principes ont été fixés. Nous avons, vous le savez, le Premier ministre reçoit aujourd'hui et hier les organisations syndicales. Il parlera ensuite et ce seront de nouvelles pierres à cet édifice. La question, et j'y reviens, c'est aussi cette phase de transition. Est-ce qu'elle sera suffisamment longue pour devenir ce qu'on appelle une clause du grand-père, c'est-à-dire pour n'entrer véritablement en action que dans 40 ou 50 ans, ou est-ce que ce sera moins que ça? Eh bien, précisément, je suis désolée, je ne vais pas vous fournir la réponse là aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est que pour rétablir l'équilibre financier, il n'y a pas 50 solutions. Soit on baisse les pensions. Il n'en est pas question. Et d'ailleurs, vous le savez, les retraités actuels ne seront pas du tout concernés par cette évolution. Soit on augmente les cotisations des salariés. Nous ne le voulons pas non plus puisque le travail, c'est un point que nous avons voulu privilégier. Soit on joue sur l'âge de départ à la retraite. Le président de la République a dit qu'il ne bougerait pas l'âge de 62 ans. Mais on peut imaginer un âge... Chacune des options que vous ouvrez, vous les refermez immédiatement. Je vous dis, on peut imaginer un âge pivot. On peut imaginer un allongement de la durée des cotisations. On peut imaginer ce que vous appelez la clause du grand-père, que je préfère appeler la clause du petit-fils, c'est-à-dire au fond, on ne mettra en œuvre les mesures que pour les gens qui entrent sur le marché du travail à une date X. Ces trois éléments-là, c'est cela qui est en négociation. Et si on l'imposait, je trouve que ce serait une erreur. C'est la raison pour laquelle... Vous prenez donc le risque que le pays s'embrase au 5 décembre, voire même dans les jours qui suivent? Je pense que d'ici là, évidemment, il y aura des choses qui vont avoir évolué. Est-ce que d'ici là, il y aura des précisions qui seront données? Bien sûr, le Premier ministre qui reçoit les organisations syndicales va tirer un bilan de ces rencontres. Et ça pourrait être des réponses qui seraient apportées dès cette semaine? Je ne suis pas sûre que les réponses soient définitives, parce que nous avions dit, moi-même d'ailleurs, pour à la fois les personnels du ministère de la Justice, les avocats, les notaires, etc., que nous travaillons avec eux et nous allons les revoir. Donc tout cela est en cours, mais d'ici la fin de l'année civile, bien sûr. Un dernier mot, Nicole Belloubet, vous ne serez pas candidate au municipal? Non, je ne serai pas candidate au municipal, je l'ai dit depuis longtemps. Et malgré le fait que le président, à nouveau, insiste auprès de chacun de vous en disant « allez-y ». Et d'abord, il ne l'a pas du tout formulé de cette manière-là. Je crois qu'il y a des personnalités... Il vous encourage tous à vous engager sur le terrain. Mais c'est différent. Moi, je suis très engagée sur le terrain et je serai très investie pour les municipales en général aux côtés des candidats. J'étais hier ou avant-hier, je ne sais plus, à Saint-Étienne. J'ai rencontré les futurs candidats. Je suis très investie. Pourquoi vous n'êtes pas candidate, vous? Parce que je trouve qu'actuellement, je suis vraiment...
entièrement consacrée à mon travail ministériel. Depuis 1958, il n'y a pas eu de réforme de la justice au sens où nous la conduisons aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de réforme concernant la justice, mais nous avons aujourd'hui une évolution profonde de la justice. J'ai besoin de m'y consacrer pleinement. Mais les ministres qui sont candidats par ailleurs ou qui le seront officiellement dans quelques semaines n'ont pas pour autant abandonné leur job. C'est aussi une manière à un moment de prendre le risque d'être face aux électeurs. Mais il y a des tas d'élections qui se profilent dans les années à venir. Vous pourriez éventuellement être candidate pour d'autres élections municipales. Rien n'est exclu. En tout cas, l'élection, le suffrage universel est quelque chose auquel vous confrontez à un moment ou à un autre. J'ai déjà été élue pendant des années. J'ai été élue locale, à la fois dans une petite commune de la région parisienne. J'ai été première adjointe dans la ville de Toulouse. Et ça ne vous manque pas. Première vice-présidente. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais vous laissez entendre que vous y retournerez d'une manière ou d'une autre. Rien n'est jamais à exclure. Merci beaucoup Nicole Belloubet d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'actualité continue sur BFM TV et RMC à 8h54.